cos de pi au carré est égal à sinus de x. Donc si sinus de x Ça va William? Non, pas trop. Je t'avoue que j'ai un peu mal à la tête. Ce serait bien si tu trouverais un médicament. Je regardais ça. Ah bah tiens, j'ai un petit médicament contre le mal de tête. Ah ouais? Merci. En fait, c'est un placebo. Ce médicament ne contient pas de principe actif. D'ailleurs, William, ça va mieux là? Oui, ça va beaucoup mieux. Je pourrais te demander c'est quel médicament que tu m'as donné? C'est un placebo. Tu sais ce que c'est? Je crois que c'est un médicament sans principe actif. Exact. Est-ce que tu connais aussi l'effet placebo? Pas vraiment. Tu peux m'expliquer? C'est très simple. L'effet placebo a lieu lors de l'administration d'un médicament sans principe actif. Il va se passer exactement les mêmes effets que si tu prenais un médicament lambda. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais je vois que c'est très utile en fait. Effectivement, c'est beaucoup utilisé en médecine. Mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans notre quotidien? Qu'entends-tu par quotidien? Pour améliorer nos performances physiques, mentales. Tu penses que c'est faisable? Je pense que c'est faisable. Bon, on va voir. Nous allons voir l'effet placebo, qui est le résultat issu de l'utilisation d'un placebo. Ensuite, nous expliquons comment cet effet fonctionne dans notre corps, en voyant les différents facteurs d'influence. Nous allons expliquer le fonctionnement de cet effet sur le plan neurobiologique. Enfin, nous verrons en troisième partie l'utilisation que nous pouvons avoir sur notre quotidien. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un placebo? Le mot placebo vient du latin « je plairai », faisant référence à la confiance en la puissance de la médecine et du docteur. On voit donc que cela a un rapport avec la psychologie. Son contraire est nocebo, du latin « je nuirai », ce que l'on verra donc plus tard. Un placebo est un procédé médical qui ne possède pas de propriétés thérapeutiques. Donc aucune substance active n'est présente. En général, on utilise les placebos dans le domaine de la médecine pharmaceutique, pendant les phases de test en laboratoire, lorsqu'on veut déployer un nouveau médicament sur le marché. Pour tester l'efficacité d'une molécule avec un principe actif sur l'organisme, on réalise ce qu'on appelle une étude en double aveugle, où on administre le médicament à un groupe de patients et un placebo à l'autre. Ici, aucun des patients ne sait s'il a pris un placebo ou le médicament contenant le principe actif. Ce test permet de voir les effets que peut produire le médicament étudié. Si le groupe ayant pris le médicament observe une meilleure amélioration que le groupe placebo, on en déduira que les effets produits sont supérieurs à l'effet placebo. En effet, il ne faut pas oublier que le médicament contenant le principe actif peut aussi produire un effet placebo. Mais en 1955, une étude menée par Henry Knowles Beecher, réalisée sur 15 essais cliniques, a montré que 35% des patients du groupe placebo ont constaté une amélioration de leur état, malgré l'absence de principe actif. Au début, ces tests avaient pour but de voir la différence d'efficacité entre un principe actif et un placebo auquel on attendait une efficacité nulle. Ces tests ont prouvé que le placebo pouvait produire des effets thérapeutiques. C'est de là que vient le nom d'effet placebo. Attention à ne pas confondre placebo et effet placebo. Le placebo, c'est le procédé médical qui n'est pas censé être efficace. Ça peut par exemple être une gélule, une pilule, une piqûre, un sirop ou même une opération. Oui, vous avez bien entendu, on peut réaliser des opérations placebo. Par exemple, les chirurgiens du Houston Veterans Affairs Medical Center et les chercheurs du Baylor College of Medicine ont réalisé une chirurgie placebo sur des patients atteints d'arthrose du genou. Le principe de cette opération placebo était de simuler une arthroscopie, qui consiste à insérer un arthroscope dans le genou et extraire du cartilage ou du tissu en trop. Les patients placebo étaient sous anesthésie locale afin qu'ils puissent voir les incisions effectuées sur leur genou. Les patients placebo ont senti un soulagement similaire à ceux des patients opérés, prouvant ainsi qu'il est possible de faire de la chirurgie placebo. Il est sûr que cette méthode de chirurgie placebo est questionnable. En effet, il n'est pas éthiquement correct de faire payer à un patient une simulation d'opération tout en lui mentant et en affirmant que son genou se porte mieux. Ici, c'est la puissance que peut avoir l'effet placebo dans notre corps. Il est quand même intéressant de voir que l'on puisse régler les problèmes articulaires rien que par la puissance de la pensée. Il y a de nombreux autres exemples où l'on peut constater la puissance de l'effet placebo. Par exemple, on a l'histoire d'un homme mort congelé par l'effet placebo, relatée par Bernard Werber,
un célèbre auteur. Il nous parle dans son ouvrage L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, histoire d'un homme qui travaillait sur un porte-conteneurs anglais dans les années 1950. En vérifiant qu'il ne reste plus rien à livrer dans un conteneur réfrigéré, il se trouve alors coincé car la porte se referme, ignorant qu'il y avait cet homme dans le conteneur. N'arrivant pas à sortir ou à se faire secourir, il grave sur les murs le récit de sa souffrance. Il décrit précisément comment le froid gèle ses membres et brûle sa peau, le transformant en glaçon humain. Le bateau arrive à Lisbonne, on ouvre le conteneur et découvre le cadavre de l'homme mort par le froid. Ce qui est étonnant, c'est que le thermomètre du conteneur indiquait 19 degrés Celsius. Cela signifie que le système de réfrigération n'était pas actif sur le retour. En effet, il n'était pas nécessaire de l'activer car le conteneur était supposé être vide. On a alors déduit que l'homme était mort par la seule force de son imagination, croyant que le conteneur était réfrigéré. Là encore, on peut y croire ou non. L'histoire ne précise pas la durée du trajet ni l'autopsie de l'homme congelé. L'effet placebo ne se limite pas qu'aux hommes. On le retrouve aussi chez les animaux. Par exemple, le physiologiste Ivan Petrovitch Pavlov a mené de nombreuses expériences sur les chiens. Ces expériences visaient à comprendre comment fonctionnait l'apprentissage et le conditionnement sur les chiens et plus largement sur les êtres vivants. L'expérience la plus importante fut de conditionner un chien au bruit d'une cloche lorsque les repas sont servis. À chaque fois que les chiens entendaient la cloche, ils se mettaient à saliver car ils comprenaient qu'il était l'heure de manger. Pavlov a ensuite constaté qu'au bout d'un moment, le chien se mit à saliver même lorsqu'aucun repas n'était servi. Il en a déduit que le chien assimilait le bruit de la cloche au fait de pouvoir manger, d'où le fait de saliver en anticipation à un potentiel repas. On peut définir cela comme un effet placebo, car le repas imminent était dans les attentes du chien. On verra plus en détail l'explication de ce conditionnement dans la deuxième partie de la vidéo. Nous venons de voir différents effets placebo, qui sont issus de l'imagination, du conditionnement et de l'attente. Mais quels sont les points communs entre ces exemples d'effets placebo ? Autrement dit, comment explique-t-on cet effet ? Comment est-ce que l'effet placebo fonctionne dans notre corps ? Est-ce purement psychologique ou est-il une part de chimie ? Pourquoi cet effet fonctionne mieux chez certaines personnes et pas d'autres ? Ces dernières années, les scientifiques ont tenté de répondre à ces questions en donnant une explication scientifique. On retrouve énormément de facteurs qui peuvent favoriser, accélérer ou au contraire ralentir cet effet. Le premier à prendre en compte est l'apparence du placebo. C'est ce que l'on appelle la galénique, regroupant le goût, les couleurs, la forme, etc. La couleur joue un rôle important dans l'efficacité du placebo. Le bleu ou le rose pâle sont anxiolytiques, c'est-à-dire contre l'anxiété. Le marron est vu comme un laxatif par les patients. Quant à l'orange, il provoque des effets au foie. Enfin, le rouge et le jaune vif sont des stimulants. Il faut noter que la couleur ne se limite pas qu'à l'effet placebo. Elle joue aussi un rôle important dans l'observance d'un traitement. L'observance d'un traitement correspond à la capacité du patient à suivre son traitement. L'Université de Baltimore a réalisé une étude où des personnes devaient réaliser un classement entre des capsules blanches, jaunes, grises, caramel et marron. Le résultat était que les couleurs les plus appréciées étaient le blanc et le jaune. Le docteur Tricia Ting a découvert que le changement de couleur entre un médicament original et générique provoque jusqu'à 34% de chances d'arrêter son traitement. Quant au changement de forme du médicament, il provoque jusqu'à 66% de chances d'arrêter le traitement. La forme du médicament est un facteur important à prendre en compte. Plus le médicament est gros, plus l'effet placebo sera efficace. Paradoxalement, les médicaments très petits sont vus comme très puissants par le patient. Le goût du médicament doit aussi être pris en compte. L'effet placebo est plus important lorsque le médicament est amer. L'administration du placebo joue aussi un rôle. Une crème sera bien sûr moins influente qu'une piqûre. Enfin, le lieu où le placebo sera administré est important. Une zone nerveuse y sera plus sensible. En effet, le patient sera très réactif à une injection intrathésale qui se fait au niveau de la moelle épinière. Le deuxième facteur d'influence est lié à la psychologie. L'efficacité du placebo dépend premièrement du médecin, elle est liée au nombre de diplômes accrochés sur le mur du cabinet, à l'âge du médecin, donc plus il est vieux, plus on lui fera confiance, l'âge étant assimilé à l'expérience. Elle est aussi liée à la réputation du médecin, au retour des autres patients ayant subi le même traitement. Dans le cas d'un chirurgien, la couleur de la blouse va aussi être prise en compte.
Elle est en général bleue ou verte, synonyme de calme. Enfin, la durée de consultation est aussi comptabilisée. Deuxièmement, l'efficacité dépend du patient. Selon des facteurs génétiques, le placebo sera plus ou moins influent. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont découvert que le gène COMT, donc catéchol-O-méthyltransférase, qui était responsable du taux de dopamine sécrété, qui est en partie responsable de l'effet placebo, ce que l'on verra donc plus tard. Ainsi, on établit que 14% des personnes sont des répondeurs constants au placebo. 33% étaient des non-répondeurs constants et 55% des répondeurs intermittents. On sait aussi que si la maladie du patient est rare, difficile à guérir, voire déclarée incurable, cela va provoquer des effets négatifs, qu'on appelle effets nocebo, qu'on verra bientôt. Enfin, plus le médicament est cher, plus l'attente d'une guérison sera élevée. Cela est en lien avec la dissonance cognitive que l'on verra encore plus tard. Des IRM confirment que la consommation d'un placebo a une influence inhabituelle sur l'activité cérébrale. On remarque que plusieurs zones sont impliquées. Afin d'éclaircir toutes ces interrogations, nous avons fait quelques recherches et avons trouvé plusieurs explications plausibles. La première théorie est le conditionnement pavlovien. Il correspond à l'attente que l'on a lorsque l'on prend un placebo. Alors pourquoi pavlovien? Parce que cela fait référence au chien de Pavlov que nous venons de voir, qui salivait en anticipation du repas. Le bruit de la cloche est le placebo et la salivation l'effet placebo. Maintenant nous allons voir la théorie de la dissonance cognitive. Cette théorie nous provient du psychosociologue américain Leon Festinger qui a été écrite en 1957. Dans cette théorie, il nous explique qu'une personne confrontée à une information ainsi qu'une croyance incompatible entre elles vont créer une situation de stress, de malaise, voire de tension désagréable chez la personne. La personne va donc tout mettre en œuvre pour atténuer cette dissonance. L'exemple le plus connu est la dissonance dans le cadre politique. Les partisans d'un homme politique apprennent que ce dernier a des problèmes avec la justice. Lorsque les partisans apprennent cette nouvelle, ils entrent en dissonance cognitive. Pour remédier voire atténuer ce malaise, les partisans vont remettre en cause la véracité des faits ou encore nier l'information. On retrouve ce même phénomène dans le cadre de l'effet placebo. En effet, le patient se retrouve en phase de dissonance. Il a payé des soins, investi son temps et a souffert pour se rétablir. Cependant, le patient ne veut pas ressentir les effets bénéfiques, car on le rappelle, c'est un placebo. Il va donc refuser que son investissement soit inutile en trouvant le moindre effet positif pour atténuer ce conflit psychologique. Cela va donc déboucher sur la production de phénomènes biochimiques que l'on va voir plus tard. Les deux théories qu'on vient de voir sont purement psychologiques. Elles n'expliquent donc pas ce qui se passe dans le corps après la prise du placebo à l'échelle chimique. Effectivement, elle mentionne l'apparition de phénomènes biochimiques dans le cerveau. La théorie la plus répandue est la sécrétion d'endorphines. Nous allons donc désormais nous concentrer sur l'endorphine. Pour cela, nous allons voir quelle est cette entité chimique pour comprendre l'effet biochimique. L'endorphine, appelée également hormone du bonheur, est un composé chimique sécrété dans le corps qui possède beaucoup d'effets thérapeutiques, comme notamment le soulagement, voire même certaines fois le plaisir. Sa composition moléculaire se rapproche des opiacés. On peut citer par exemple la codéine ou encore l'héroïne, qui sont des drogues, une source de dépendance grave. Mais rassurez-vous, l'endorphine ne va pas vous rendre dépendant physiquement. Cette molécule du bonheur est principalement sécrétée dans le complexe hypothalamo-physaire, complexe ayant pour rôle de contrôler la régularité du corps humain, comme la production d'hormones sexuelles ou la température du corps. Il s'agit donc d'un neurotransmetteur régulant l'intensité des messages nerveux au niveau des synapses, c'est-à-dire les régions qui font passer un message chimique. Ce neurotransmetteur va se placer sur les neurones post-synaptiques bien définis, les récepteurs opiacés. Ces récepteurs delta, kappa et mu sont répartis dans tout le cerveau. Ils sont responsables en partie de la réponse au stress et à la douleur, notamment pour delta et mu. Au contraire, une stimulation des récepteurs kappa peut causer des effets négatifs, tels que des troubles comportementaux. Une fois la molécule d'endorphine bien calée sur les neurones post-synaptiques, les récepteurs opiacés vont jouer leur rôle. Ils vont avoir un effet analgésique sur le corps. Le patient sentira moins, voire plus sa douleur. Un effet antidépresseur et très rarement, dans le cadre de l'effet placebo, une sensation d'euphorie. Voici donc un schéma résumant ce qui se passe dans notre corps après la prise d'un placebo. Le patient sécrète de l'endorphine via le complexe hypothalamo-physaire. Le neurotransmetteur excite et reste sur les récepteurs opiacés.
Ces récepteurs maintenant activés vont procurer un effet analgésique dans tout le corps. Les endorphines peuvent avoir également un autre rôle dans le processus de guérison du patient. Leur présence dans le circuit de la récompense permet de stimuler la sécrétion de dopamine. En effet, la dopamine permet l'échange de données entre les cellules et permet via un système particulier de provoquer une sensation de plaisir chez le patient. L'effet nocebo, contraire de l'effet placebo, va provoquer une baisse d'endorphine et de dopamine. Il est lié à l'attente d'effets négatifs, du stress ou de la peur. Nous venons de voir comment l'effet placebo agit sur notre corps et comment il est influencé par de nombreux facteurs. Maintenant, nous allons trouver les moyens d'améliorer notre quotidien grâce à cet effet. Nous n'allons pas nous intéresser à la médecine, car de nombreuses solutions sont déjà proposées aujourd'hui. En médecine alternative, telles que l'homéopathie ou l'acupuncture, nous allons plutôt voir des solutions facilement applicables et ayant fait leurs preuves. Le premier moyen d'appliquer l'effet placebo est la méthode Coué. Cette méthode créée par le pharmacien et psychologue Émile Coué en 1926 se base sur des principes d'autosuggestion, d'auto-hypnose et de contrôle de soi-même. L'idée principale est de convaincre son subconscient qu'une idée va se réaliser en se la répétant plusieurs fois. Par exemple, une des expériences de Coué était de pratiquer l'hypnose sur ses patients, qui se nommait les 3 mains indécérables. L'expérience consistait à se répéter « je ne peux pas me desserrer les doigts ». À la fin d'un décompte, le patient devra essayer de détacher ses mains tout en répétant « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Ainsi, il demanda à ses patients convaincus de la méthode de se répéter tous les jours « je vais mieux » afin de se guérir. La méthode repose sur les principes de contrôle du subconscient, qu'on retrouve aussi dans le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Citant, le subconscient transformera en son équivalence physique n'importe quel ordre donné par celui qui croit en sa réalisation. Elle repose aussi sur le principe de positivisme, qui nous proscrit d'avoir des pensées négatives, qui pourraient se transformer en effets négatifs, comme une baisse de productivité, voire une maladie. La méthode Coué correspond à un effet placebo, car les résultats qu'on obtient sont issus d'attentes et d'autosuggestion. Elle marche donc pour les personnes qui la pratiquent avec conviction. Dans notre cadre, on souhaite par exemple améliorer nos capacités mentales à l'école. Il faudra donc se répéter avant un contrôle « je vais le réussir »,« je suis concentré » ou « j'ai confiance en moi ». Il se peut que vous utilisiez déjà cette méthode au quotidien, inconsciemment. Par exemple le matin, en vous disant que vous avez eu une bonne nuit de sommeil, même si vous n'avez dormi que quelques heures. Un autre moyen d'appliquer l'effet placebo est la méthode de visualisation, s'inscrivant dans la continuité de la méthode Coué. Elle consiste à s'imaginer en train de réaliser son action qui remplirait l'objectif fixé au préalable. De nombreux athlètes de haut niveau pratiquent cette méthode avant des matchs importants par exemple, en projetant mentalement une situation favorable, qui correspondrait pour un footballeur à un but marqué, ou par exemple un tennisman à un service parfait. Cela va provoquer chez eux une sécrétion de dopamine qui va les rendre plus motivés, concentrés et confiants, ce qui va les aider à se surpasser. La visualisation peut aussi être utilisée pour se détendre, en s'imaginant sur une plage calme ensoleillée. Il faut cependant noter qu'il est nécessaire de prendre des initiatives et des décisions si l'on souhaite réaliser quelque chose demandant un minimum d'effort. En effet, cette méthode n'est qu'une aide, pas une solution. Pour conclure, la prise d'un placebo provoquera un effet placebo si les conséquences sont bénéfiques ou un effet nocebo si les conséquences sont néfastes. L'utilisation des placebos en médecine est fortement controversée, notamment sur le plan éthique. On voit par exemple que l'utilisation de l'homéopathie est fortement remise en cause aujourd'hui. En effet, cette médecine est considérée comme un placebo car il a été prouvé qu'il ne restait plus qu'une seule molécule de principe actif après autant de dilution. Ainsi, si l'on souhaite utiliser ce puissant effet, il faudra donc pour l'instant se tourner vers des méthodes alternatives, comme l'autosuggestion, qui peut être utilisée un peu partout, que ce soit devant une feuille d'interrogation à l'école, sur un ring de boxe, ou encore pour combattre la dépression. Il suffit juste de croire en l'effet placebo et en soi. Il ne reste donc plus qu'à expliquer comment la psychologie peut-elle influer sur la neurobiologie.